Mesdames et messieurs, bonjour. Cette envolée de joie à la flûte de plans et de circonstances, samedi 22 janvier 1972, c'est la naissance de la Grande Europe. C'est la première journée historique de l'année et j'en suis persuadé, c'est une date qui prendra place très vite dans les manuels d'histoire. Les 6 deviennent les 10. La communauté, à l'entrée définitive des 4 nouveaux en son sein, c'est-à-dire le 1er janvier prochain, le 1er janvier 73, la communauté européenne formera un bloc de 257 millions d'habitants, peut-être un peu plus, il y aura eu des naissances d'ici là, 257 millions contre 240 à l'URSS et 203 aux États-Unis. Un géant, un nouveau géant que ni les Soviétiques ni les Américains ne voient naître avec enthousiasme. Un géant qui va devoir prouver sa cohésion, sa solidarité et qui va pouvoir exercer sa puissance. Signature donc tout à l'heure à Bruxelles de l'acte d'adhésion au marché commun des Danois, des Irlandais, des Britanniques et des Norvégiens. La cérémonie d'élargissement de la communauté rassemblera la grande foule des occasions exceptionnelles dans ce palais du XVIIIe siècle au cœur de Bruxelles. Bruxelles, siège de la commission exécutive du marché commun et du Conseil des ministres. À 16h30 donc, dans ce palais d'Egmont, rénové récemment, qui appartient au gouvernement belge et où résidèrent des hôtes illustres, des rois, des reines et Voltaire et Rousseau. Les vedettes du jour, pour autant que ce terme de vedette convienne à des hommes politiques, ce sont les 4 chefs de gouvernement qui vont engager leur pays. Messieurs Trygve Bratteli, norvégien, Jens Otto Krag, danois, John Lynch, irlandais, et Edward Heath, l'anglais. Monsieur Heath, d'excellente humeur, dès hier soir à Strasbourg, alors qu'il venait de recevoir le prix européen de l'homme d'État, alors qu'il était déjà à l'honneur. You've got a dateline, haven't you, a time? Ouais. Would you like to ask the first question, then you'll be able to get away? Sir, As it's in Monsieur le France. Premier ministre, en français, s'il vous plaît. Dans cet endroit qui peut constituer l'antichambre de la communauté européenne, quelle impression cela vous fait-il d'être européen aujourd'hui? Sir, in this place, which is a sort of antechamber of the economic communities, what is your impression today of being a European? Pouvez-vous répondre en français, Monsieur le Premier Could ministre, you s'il vous reply plaît? in French, sir? Le même qu'hier. Exactly the same as yesterday, and exactly the Exactement same comme hier, exactement comme quand j'étais jeune homme lorsque je regardais de chez moi les falaises de France. Je me sentais européen, je me sentais britannique et en même temps un Européen. Je me le suis senti donc toute ma vie. Bien sûr, c'est une journée très émouvante pour moi. Je me souviens d'être venu ici à Strasbourg pour faire mon premier discours en 1960 et je me souviens d'avoir rencontré la presse après. J'ai dit alors que nous voulions négocier notre entrée dans la communauté européenne et que nous participions au premier pourparlers pour devenir membres. Et je me rappelle des visages interrogatifs et perplexes de cette époque et même des visages qui semblaient dire « est-ce que cela peut être réalisé ?» Aussi, revenir, même si c'est 12 ans plus tard, et voir que cela a été réalisé, pour moi, une chose très émouvante. And so to come back, even if it is 12 years later, and to see it has been achieved, is for me a very moving thing. C'est en fait 15 années qui ont passé depuis la première naissance de l'Europe, la signature du traité de Rome par les 6 gouvernements fondateurs le 25 mars 1957. Ce traité, des hommes l'ont voulu plus que d'autres, et l'élargissement d'aujourd'hui aussi d'ailleurs. Des hommes qui ont disparu, Robert Schuman, De Gasperi, Adenauer, d'autres qui seront dans les tribunes du palais d'Egmont tout à l'heure, et parmi eux M. Jean Monnet, l'un des pères de l'Europe, jamais découragé par les difficultés de l'entreprise depuis un quart de siècle. Jean Monnet, qui a été interviewé par François-Henri de Virieu. Pensez-vous, monsieur, que l'Europe, avec la Grande-Bretagne, soit assez puissante pour prendre la relève des États-Unis comme chef de file du monde occidental? D'abord, moi, je n'aime pas chef de file. Il s'agit d'établir une coopération à égalité. Mais que l'Europe unie soit capable d'établir une égalité avec les États économiques, je n'ai pas de doute. Je vous rappelle, récemment à Londres, le chancelier Brandt avait fait une émission à la télévision. Il disait, je suis convaincu, disait-il, que dans les prochaines 10 ou 20 ans au plus, notre société sera devenue la société la plus avancée du monde. Et, ajoutait-il, c'est la société occidentale. Et vous pensez que les Britanniques ont été attirés dans l'Europe par le succès de l'Europe?
Sans succès, ils ne seraient pas venus. Si nous n'avions pas réussi, ils ne seraient pas venus. C'est clair. Qu'est-ce que la Grande-Bretagne va changer fondamentalement dans la communauté actuelle à 6? Je crois que l'Angleterre nous apportera un développement démocratique. Je ne dis pas que nous ne serions pas démocratiques, mais les Anglais, depuis longtemps, attachent aux institutions une importance plus grande que les continentaux. Les continentaux pensent que ce sont les hommes qui règlent les questions. Ce n'est pas vrai. Les hommes, oui, mais à condition qu'ils s'appuient sur les institutions. Autrement, vous avez les excès que vous avez connus dans le passé. Alors les Anglais, étant partie de la communauté, qui sera la leur comme c'est la nôtre, vont certainement vouloir que les institutions européennes se développent, et se développent dans le sens démocratique. Je crois qu'il y a là, à mon avis, une contribution essentielle de la part de l'Angleterre. C'est ça, du caractère politique. Je crois. Avez-vous pensé à un moment donné que la Grande-Bretagne puisse ne pas entrer dans la communauté européenne? J'ai toujours pensé que l'Angleterre rentrerait dans la communauté européenne. Votre question me rappelle une conversation que j'ai eue avec Sir Stafford Cripps en 1950, quand avec M. Schuman, nous avions été à Londres pour demander à l'Angleterre de se joindre à ce qui était à l'époque la communauté du charbon et de l'acier. Les Anglais ne voulaient pas à cette époque. Et j'ai dit à Sir Stafford Cripps, nous souhaitons, nous Français et Européens, la participation anglaise. Mais je vous connais bien, et je suis convaincu que les idées que nous apportons ne sont pas suffisantes pour changer votre point de vue, que vous voulez les faits. Quand nous aurons réussi, ce qui va se faire, vous joindrez. Dernier acte administratif des 6 avant la cérémonie d'élargissement cet après-midi. Une dépêche venue de Bruxelles nous apprend que le Conseil des ministres des 6 a approuvé tout à l'heure, il y a un peu plus de 20 minutes, l'adhésion des 4 nouveaux au marché commun. Au travail maintenant, au travail encore, pour souder cette unité nouvelle. Notons qu'en France, le Parti communiste s'inquiète des futures négociations de l'Europe, de cette grande Europe avec les États-Unis. Pour M. Georges Marchais, secrétaire général adjoint du Parti communiste, cette discussion entre la grande Europe et les États-Unis sera menée par la Commission du marché commun et non par les gouvernements, non par le gouvernement français pour sa part, qui se serait dessaisi, selon M. Marchais, de son pouvoir de négociation. C'est une nouvelle critique de la politique étrangère du président de la République de la part du Parti communiste français. Autre élément d'une déclaration faite par le PC hier, le comité central organisera au mois de mars un rassemblement des 1100 maires communistes de France et il relance son programme pour un gouvernement d'union populaire. Union populaire, c'est le titre sur toute la largeur de l'humanité de ce matin. En cette fin de semaine, un nouvel avis du Conseil constitutionnel qui affirme son indépendance. L'article 4 de la loi sur les incompatibilités parlementaires n'est pas conforme à la Constitution. C'est le rôle du Conseil de le dire, n'est-ce pas, Daniel Bryan? Et oui, il est le gardien de la Constitution, et vous avez bien fait de le noter. Par son refus, il vient pour la deuxième fois en 6 mois de démontrer à la fois son indépendance et son désir de faire respecter les textes de base de la République. Alors, au fond, pourquoi ce refus? Eh bien, ce refus vise en fait une partie d'un article qui est l'article 4. Cet article prévoyait qu'une fonction de caractère économique ne pouvait être prise par un parlementaire en cours de mandat, sauf s'il obtenait une autorisation préalable. Jusqu'ici, pas de difficulté, mais c'est là que les difficultés commencent. Cette autorisation devait être, selon cet article, donnée soit par les assemblées, soit, si elles en décidaient ainsi, par le Conseil constitutionnel. Or, le Conseil peut tenir ses pouvoirs d'une loi organique, mais certainement pas d'une décision d'une assemblée. Et c'est pour ça que tout l'article a été rejeté. Article 4 non conforme, donc. Que devient la loi? Les autres articles? Eh bien, les autres articles, le président de la République doit dire d'ici 15 jours si la loi, c'est-à-dire les 4 autres articles de la loi, seront promulgués ou si, au contraire, il désire que le Parlement procède à une seconde lecture. Mais compte tenu des désaccords entre les députés et les sénateurs, cela promettra de jolis débats. Le texte peut être publié tel quel aussi? Oui, alors, il peut être publié tel quel et il comporte, il faut quand même le noter, enfin, tout de même... je veux dire tel quel sans l'article 4, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et je voulais dire qu'il comporte tout de même l'extension des interdictions de prise de fonction
à tout le secteur immobilier, en plus des banques et de certaines sociétés financières. Il comporte l'obligation de déclarer toutes ses activités professionnelles. Et enfin, l'interdiction de prendre en cours de mandat une fonction plus importante que celle qui pouvait être détenue par un parlementaire avant son élection dans une entreprise. Bon, on saura dans les prochains jours et au plus tard dans 2 semaines, donc, de la voix du président de la République, ce qu'il en est. Merci Daniel. À Paris hier, manifestation groupant 800 membres du Secours Rouge et du groupe d'information sur les prisons, manifestation contre le régime pénitentiaire actuel et contre la répression dans les prisons, selon les organisateurs de cette manifestation. À Brest, hier soir, nouvelle séquestration d'un dirigeant d'entreprise. Cela s'est passé aux ateliers français de l'Ouest, un chantier de réparation navale, où l'on observe une grève depuis le mois de décembre. C'est à la suite d'une réunion hier après-midi des 700 ouvriers de la réparation navale de Brest que des responsables ont décidé de maintenir dans les locaux administratifs le directeur de l'usine, M. Fouillin. Ceci afin d'obtenir la reprise des pourparlers sur les revendications salariales. Il a fallu attendre 22 heures pour que les locaux occupés soient évacués. La police s'est présentée devant les ateliers et y a pénétré. Le personnel n'a pas fait d'opposition pour sortir. C'est ainsi que le directeur de la réparation navale a pu quitter son bureau après y avoir été retenu pendant 6 heures. Ce matin, 300 ouvriers ont tenu devant l'usine un nouveau meeting, à l'issue duquel ils se sont dispersés sans incident. Le climat était à la détente. Le saturnisme, un mal qui est connu depuis de longs siècles, c'est l'intoxication par le plomb. Le plomb, métal que l'organisme humain n'élimine que par très petite quantité, et que les alchimistes appelaient Saturne, d'où le nom de cette maladie, saturnisme. Elle est d'actualité parce que l'homme du XXe siècle absorbe environ 20 fois plus de plomb que l'homme préhistorique. C'est encore une affaire de pollution. Georges Leclerc et Patrice Destrade, pour en savoir plus, ont visité un laboratoire où l'on cherche des parades à cette intoxication. Ce midi, nous recevons des amis. Alors, on a mis les petits plats dans les grands, toutes ces belles poteries, ces assiettes, ces faïences, toutes ces créations des artisans de Provence. Mais ces plats sont peints avec des émaux, c'est-à-dire des composés à base de plomb. Alors attention, l'intoxication par le plomb est bien connue des peintres et des imprimeurs. Dans les cas les moins graves, elle se manifeste par une fatigue chronique, une lourdeur des bras, un amaigrissement et des insomnies. Déjà, l'homme des villes, dans l'air qu'il respire, avale du plomb toxique. Si en plus il en trouve dans ses aliments, il risque l'empoisonnement. Toute cette vaisselle est disposée ici dans un laboratoire d'analyse et de recherche qui étudie comment ce plomb si redouté peut se dissoudre dans les aliments. Le plus gros danger vient des produits acides, comme les cornichons ou les vinaigrettes. Surtout si vous les gardez plusieurs heures au réfrigérateur dans des plats pourtant si beaux. Le plomb y pénètre lentement, mais sûrement. Pour mesurer la quantité de plomb qui se dissout dans les aliments, on verse cette solution dans le plat décoré. « 24 heures plus tard, on mesure la dose de plomb dans le liquide. » Trop souvent, la dose trouvée est de loin supérieure à 7 mg, maximum admis aux États-Unis. Nous avons analysé toute une série d'objets, des pièces de vaisselle, des poteries, des pichets, et nous avons constaté que 1 sur 4 dépassait les normes admises aux États-Unis. Alors pourquoi aux États-Unis? Eh bien parce qu'il n'y a pas de normes en France. Nous aurions été heureux de comparer avec des normes françaises, mais il n'y en a pas. Et nous savons que certains fabricants français qui exportent aux États-Unis font des contrôles de leurs objets de poterie ou de vaisselle avant de les envoyer pour voir s'ils sont conformes. Et nous savons, et nous l'avons constaté, que pratiquement en France, on trouve des objets qui ne pourraient pas être exportés aux États-Unis. Alors ce que nous demandons, c'est d'abord une réglementation pour la France. Ensuite, des contrôles qui nous assurent que la réglementation est véritablement appliquée. Et enfin, l'information du consommateur, c'est-à-dire au fond ce que nous avons essayé de faire dans le bulletin d'information que nous venons de publier. Pourquoi informer le consommateur? Eh bien, c'est extrêmement important qu'il sache ce qu'il peut faire avec les objets qu'il achète. Voilà par exemple un pichet. Il a été fabriqué dans une école maternelle par une petite fille qu'il a offerte à sa maman. Et il peut servir, à première vue, à contenir des liquides alimentaires, des jus de fruits. Or, nous avons fait l'analyse, nous avons trouvé 50 mg de plomb, c'est-à-dire presque 10 fois la dose admise aux États-Unis. Donc, c'est dangereux de laisser séjourner longtemps un aliment acide, un jus de fruits par exemple, là-dedans. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un objet de décoration, il est très beau, il faut y mettre des fleurs,
Mais il ne faut pas s'en servir pour l'alimentation, et il aurait fallu une petite étiquette pour le dire. C'est ça que nous demandons. Des fleurs, mais pas de jus de fruits. En bref, les deux fugueurs des Yvelines, Georges Emmanuel, 12 et 13 ans, ont été retrouvés hier soir à Parly 2, près de Versailles, après 48 heures passées en vadrouille, sains et saufs. Ils ont eu une grande envie de liberté, ils ont pris leur bicyclette, ils sont allés faire une longue balade, mais ils ont bien inquiété leurs parents et les gendarmes qui les ont cherchés. Pays basque, le mystère Zabala subsiste. Zabala, industriel enlevé par les autonomistes basques de l'ETA, il a dû être libéré, cet homme. Je dis il a dû l'être, car un accord était intervenu hier, mais on ne sait toujours pas où est M. Zabala. Patrick Chapuis maintenant, les sports. Le rallye Monte-Carlo pour commencer, avec des difficultés dues au temps. Il y a du verglas et les conditions atmosphériques ne facilitent pas la tâche des pilotes. Les conditions atmosphériques difficiles, mais je crois qu'il faut tout de même expliquer que pour l'instant c'est la partie première du rallye de Monte-Carlo, que les équipages qui sont partis de 9 villes différentes ont rendez-vous à Gap lundi matin. Pour l'instant, vous le disiez Jean Lanzy, du verglas, des conditions assez difficiles, mais tout de même pas trop de difficultés. Un seul accident à déplorer pour l'instant, l'Allemand Crisp qui était parti d'Oslo, mais heureusement rien de grave. Des nouvelles maintenant des itinéraires de Reims et de Francfort que nous donne notre station d'Amiens. C'est un reportage de Daniel Bilalian. C'était au passage à Amiens donc, dans ce parcours commun. Hier de Reims et de Francfort se sont présentés ce matin à 8h40 au contrôle de Guise dans l'Aisne. C'est la DAF de l'équipage Laurent Marche qui est arrivée la première, aussitôt suivie de quelques favoris, parmi lesquels l'équipage Henri Di Nicolas, numéro 29 sur Alpine 1600S, deux favorites de la Coupe des Dames, l'Alpine Renault 1600S numéro 47 pilotée par mesdames Trotman et Devigne, et la numéro 60, une autre Alpine, celle de Patmos Carlson Crélin. Enfin, tout semble également très bien aller pour la BMW numéro 61 de Balolena Morena, immédiatement suivie de la Porsche 911S de Aldi Keller. Pour l'instant, les principaux concurrents partis de Reims et Francfort sont donc encore en course. À 12h15 à Boulogne, ils ont opéré leur jonction avec les équipages partis de Glasgow. En ski, l'une des deux épreuves de la journée annulée, c'est la descente non-stop du Lauberhorn. Oui, elle a été annulée à cause du brouillard, mais on précise bien que demain, même si les conditions atmosphériques sont très difficiles, le slalom spécial aura lieu, ce qui promet tout de même une partie assez difficile entre les piquets de slalom. Deuxième épreuve de la journée, c'était ce matin à Saint-Gervais, la deuxième manche du slalom géant. C'est Anne-Marie Pröll, l'Autrichienne, qui a gagné cette deuxième manche et qui s'attribue la victoire complète. Anne-Marie Pröll, qui est vraiment actuellement certainement la meilleure skieuse du monde. Nous allons voir les images de cette descente d'Anne-Marie Pröll. Anne-Marie Pröll qui a dominé largement, dominé très très largement. Elle devance Françoise Maky de 16 points désormais en Coupe du Monde. Et c'est peut-être le plus important. Anne-Marie Pröll a pris ce matin la tête de la Coupe du Monde de ski alpin. Et vous savez que l'année dernière, elle avait déjà remporté cette épreuve. C'est donc peut-être un tournant décisif dans la Coupe du Monde. Anne-Marie Pröll qui skie avec une aisance étonnante. Regardez-là, elle se relance entre les portes, presque en pas de patineur. Et elle semble faire ça avec beaucoup d'aisance. Mais croyez-moi, pour faire ça sur des skis, il faut une très très grande pratique. La meilleure française, eh bien ce fut Isabelle Mir. Isabelle Mir, la voici, elle se classe finalement 4e. Françoise Maky a réalisé le 3e temps ce matin. Et vous savez qu'hier, elle était très attardée à la suite d'un petit incident sur une plaque de glace. Isabelle Mir 4e, je vous donne le classement de ce slalom géant, classement officiel maintenant. Première Anne-Marie Pröll, deuxième Monika Kaserer, autrichienne également, troisième Marie-Thérèse Nadig, quatrième Isabelle Mir, cinquième Florence Theurer. Un dernier mot pour vous dire qu'Annie Famose partira à Sapporo. Elle remplacera Jocelyne Perilla qui est blessée, qui s'est cassé 3 dents et à laquelle les médecins ont déconseillé de faire le voyage au Japon. Voilà les nouvelles.